Alors, ils vont faire un biopic sur Bela Lugosi avec, devinez qui? Un acteur. Donc, quel âge il doit avoir, Bela Lugosi? Il a 60, 70 à peu près? 50. 50? C'est bien joué. À peu près 50 ans. Leonardo DiCaprio. Bela Lugosi, ça restera toujours celui de Tim Burton dans... Martin Landau. Martin Landau, oui. Que lui, il était juste parfait là-dedans. Ah, il était parfait, hein. You have to be Ngoria. Ah, Voici. voilà. Voilà. C'est bientôt Halloween, on a pris les bonbons. Ben voilà, ouais. Le premier Dracula que je connais, en fait, c'est celui de Coppola. Ah oui. Je l'avais vu, j'avais 4 ans, il l'avait loué mes parents. Et normalement, avec mon frère, on était dans le salon, on n'était pas supposé regarder ce film. Moi, j'ai regardé ce film, j'en ai fait des cauchemars pendant... c'était des cauchemars récurrents, vraiment. Je rêvais de... C'est quand Dracula revient pour tuer justement la meilleure amie de Mia. Mm-hmm. Il y a un homme qui tient Lucie, une lanterne. oui. Lucie, voilà. Il y a un homme qui tient une lanterne et c'est tourné, tu sais, en 8 images par seconde d'une manière extrêmement saccadée et on voit le gros plan de son œil, qui je pense est une référence au film, enfin, tu sais, je sais plus, c'est le film La Grève, je sais plus si c'est La Grève, il y a un gros plan d'un œil à un moment. Et puis Dudzik Vertov aussi. C'est ça, Dudzik Vertov, c'est ça. Voilà. On le voit, il meurt, on voit sa main qui s'écoule par terre avec le sang qui coule. Ouais. Ça m'a Et terrorisé. puis, ça fait penser au cinéma russe parce que Coppola, ici, c'est aussi un film qui est aussi une histoire de cinéma. Oui. D'accord. Effectivement, oui. Parce qu'on voit, par exemple, quand Dracula, la journée, et ça, c'est une référence qui vient du livre parce que Dracula De peut Bram vivre Stoker. la nuit, Oui. en journée, pardon, Il n'a pas de avec pouvoir. des lunettes de soleil. C'est la deuxième. Et donc, ce que je disais, moi, Dracula, c'est mon enfance. Je n'étais pas supposé le voir parce que mes parents l'avaient loué. C'était le Dracula de Francis Ford Coppola. Oui. Il y a un moment qui m'a traumatisé, parce que c'est la séquence qui est tournée donc en 8 images par seconde, donc tout est extrêmement saccadé. On est du point de vue subjectif du vampire, qui était une espèce de... qui n'a pas à voir, c'est pas le vampire traditionnel, c'est une espèce de loup-garou, en fait, un peu extrêmement poilu. Il va pour tuer Lucie, et avant de tuer Lucie, il assassine un garde. On le voit en gros plan, ça évoque du Dudzik Vertov, et on voit le gros plan de son œil, il s'écroule, il y a une main, il y a plein de sang, j'en ai fait des cauchemars pendant des années de ça. Voilà. Alors pour ma part, moi j'avais 12 ans, 13 ans. C'était pendant la mythique émission de Gérard Joudoui et Eddie Mitchell. C'était la dernière séance. Et donc, c'était 22h40. C'était le second film de cette programmation, chaque mardi soir, après le western ou le film d'aventure avec Gary Cooper, etc. Et c'était The Horror of Dracula de 58, dont voici une édition en Blu-ray ici, donc de la Hammer, dont on reparlera certainement. Le premier Dracula avec Christopher Lee en Dracula, le premier Dracula avec Peter Cushing en Van Helsing, et dès le générique, on voit quelque chose qui est saisissant, c'est les gouttes de sang sur la tombe de Dracula. Et tu as 12-13 ans, tu n'as jamais vu un film de Dracula, tu es seul devant ton tube cathodique un mardi soir, tu es impressionné. Ouais. Et autre scène qui m'a terrifié à l'époque, et que je regarde maintenant avec un peu plus de distance et de nostalgie, c'est lorsque la première apparition de Christopher Lee en vampire, mais véritablement en vampire. Pas quand il accueille Jonathan Harker, mais en vampire, avec ce gros plan sur les yeux rouges et... C'est l'horreur, comme ça, c'est l'horreur absolue. Littéralement. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque génération, son On Dracula. a son Dracula. Celui dès les années 20, en réalité, avec Nosferatu le vampire, et peut-être avant, je crois, non? Alors, il y a eu un premier Dracula en 21, je suis pas sûr. qui s'appelle Dracula Ai. C'est un film hongrois dont le scénario a été fait par un certain Michael Kertész, qui deviendra célèbre sous le nom de Michael Curtis. Voilà, Casablanca notamment. Ne parlons pas de ça parce que Michael sinon, Curtis. ah là là, Casablanca. Là, on va partir Marcel sur Dalliot. Je renvoie à la vidéo sur Marcel Dalliot. Ouais. Et donc, en fait, Dracula est plutôt considéré ici, non pas comme un vampire, mais comme un homme mystérieux qui, on a quelques photogrammes, parce que le film a disparu, voilà, malheureusement, il y a beaucoup de films. Plus de 50% de films de cette époque qui ont disparu, notamment les films d'Europe de l'Est, voilà, qui n'ont pas été conservés en bon état. Avec les guerres. Et il y a des photogrammes et le synopsis du film qui, miraculeusement, ont été conservés. Et donc, c'est un homme qui, la nuit, vient
dans certains domiciles, notamment aussi dans un hôpital, pour en fait, alors hypnotiser des jeunes femmes, pour les ramener dans son château. Et en fait, la fin du film, elle est un peu surprenante et abrupte. Il réussit à se faire tuer par un des aliénés de l'hôpital psychiatrique. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et le film est tombé malheureusement dans les limbes par la destruction, etc. Nosferatu a failli tomber ainsi parce que la veuve, je crois que c'est la veuve Florence Stoker, c'est ça, de Bram Stoker, voulait détruire ce film parce qu'il l'a adapté sans avoir les droits. C'est pour ça en fait que Nosferatu est Nosferatu et que le conte Orlok n'est pas le conte de Dracula parce qu'il l'a adapté sans en avoir les droits. Voilà. Et il a changé les noms. Il a changé les noms, il a fait certains changements, mais la veuve n'était pas convaincue et normalement ils auraient dû détruire le film. Et c'est pour ça qu'elle Et c'est pour ça qu'elle est tombée d'accord pour que à Londres on fasse une adaptation théâtrale dans les années 21-22 de Dracula, qui a eu plus de succès en tant que adaptation théâtrale que romanesque, parce que quand le roman de Bram Stoker est sorti en 1897, il a eu un succès, mais un petit succès d'estime. Oui. Voilà. Parce là, ici, vous avez une belle édition d'ailleurs de ce roman qui est paru il y a 1 an et demi à peu près. Donc, c'est en fait, et là on pourra en reparler par la suite, c'est en fait par une adaptation anglaise, puis 6 ans après une adaptation américaine en 27 au théâtre, que Dracula a été connu comme personnage emblématique de l'horreur, quand les films de monstres commençaient à arriver, du saisissement, etc. C'est en même temps que Frankenstein. Alors c'est pas Frankenstein le monstre, mais on s'est compris la créature, la créature, le loup-garou, enfin et ainsi de suite. Exactement. Il est né comme personnage de cinéma en même temps que le cinéma, je pense. Enfin, alors, en même temps. Je dirais plutôt c'est grâce à l'Ad Universal qu'il est né. Dans les années 20, l'Ad Universal. Elle avait tout un l'Ad Universal. Tu en sais quelque chose avec le Fantôme de l'Opéra en 25 avec Lon Chaney. Il y a également de la part de Carl Laemmle et de son fils Carl Laemmle Jr. une volonté d'adapter ce qu'ils vont appeler les Universal Monsters. C'est ça. Et avec, par exemple, le Fantôme de l'Opéra, on peut y raccrocher évidemment le Frankenstein de James Whale avec Boris Karloff en 31, et concomitamment, la même année, Todd Browning avec le Dracula. Alors, c'est un acteur qui avait été pressenti avant, Bela Lugosi, parce qu'on va aussi parler de Bela Lugosi. Bela Lugosi qui est le Dracula emblématique de cette époque. Voilà. En fait, il y a Christopher Lee, mais il y a aussi Bela Lugosi. Exactement, Bela Lugosi, qui avait interprété lorsqu'il est arrivé dans les années 20 aux USA, avec son accent hongrois, sa manière de jouer et d'apporter ce côté Europe de l'Est, quasiment transylvanien, un personnage, des caractéristiques supplémentaires, en forçant parfois le trait. Il y avait une élégance en fait. Mais ça n'est pas lui qui était pressenti par la Universal en premier, même s'il avait eu beaucoup de succès au théâtre en 27 avec la version américaine. Alors, c'est l'acteur allemand du cabinet du docteur Caligari, qui avait été pressenti par la Universal. Et oui. Et donc, il paraît que, alors, entre la légende et la réalité, comme on dit dans le film de John Ford, Prince the Legend. Vous préférez la légende toujours. Bela Lugosi a fait des mains et des pieds en disant oui, même pour un salaire, un cachet modeste, moi je veux faire Dracula, c'est le rôle de ma vie. Bon, d'accord, topez là. Voilà, selon les accords que nous sommes faits actuellement. Et finalement, ça a été tourné avec Lugosi. Alors, il faut savoir que le Dracula Todd Browning et la Universal, ils ont fait quelque chose d'assez subtil et malin. Ils ont racheté les droits à Florence Stoker et aux adaptateurs des 2 versions anglaises et américaines théâtrales et le roman. Pour se mettre Florence Stoker dans the pocket. Voilà. Donc après, il n'y a pas de problème. Et après, ils se sont dit, nous, c'est pas comme Murnau, notre film risque pas d'être détruit, parce qu'il a failli être détruit, hein. Oui.
parce qu'entre Oui, il s'en est failli 22 peu, il s'en est failli peu, on a et détruit des copies, 80, je pense, d'ailleurs, pendant 60 ans presque, on n'a pas trouvé de on n'a traces, pas trouvé de copie intégrale de ce film, de Mais Le comme, Murnau. Et en fait, le tournage s'est correctement passé. Et en fait, là ici, ils apportent déjà, dès la première version cinématographique du Dracula, des éléments qui sont pas dans le roman. Parce que bon... oui, le roman a toujours été... voilà. Il n'y a pas d'adaptation à proprement fidèle à 100%. Alors, il y a des belles infidélités, comme on disait de Dumas. Ouais. Il a violé l'histoire de France, mais pour lui faire de beaux enfants. C'est ça. On pourrait lui dire... Mais là, c'est un Dracula qui se passe surtout à Londres, comme dans les pièces de théâtre. C'est un Dracula à qui on a rajouté une cape noire. Il n'avait pas de cape à l'époque. C'est un Dracula qui a la quarantaine, qui a un charme made in Europe de l'Est, mais on pourra en reparler, c'est pas le vieux Dracula avec des longs ongles, une longue barbe, comme c'est dans le roman. Et ce n'est pas non plus cet acteur qui joue dans Nosferatu au final. Comment il Max Schreck. Max Schreck. Schreck, c'est voilà. Et Schreck, ça signifie en allemand la peur, Schreck. Et Schreck, c'est ce qui a donné son nom au film d'animation aussi. C'est ça. Mais aussi, ce qui est intéressant, je trouve, et là je rebondis là-dessus, c'est que par rapport aux acteurs qui ont incarné Dracula, les deux figures emblématiques que sont Max Schreck pour Nosferatu et Christopher Lee, ce sont des acteurs ou Bela Lugosi, qui ont impacté le rôle par leur être. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui sont particuliers. Christopher Lee parlait 6 langues, c'était un anglais, c'était presque il avait un aspect aristocrate. Il se prétendait descendant de Charlemagne. Voilà. Et Max Schreck, c'était quelqu'un, on disait qu'il était un véritable vampire. En plus, Bela Lugosi, il jouait énormément. Et donc, ce qui est fascinant avec ce personnage de Dracula, c'est que pour un bon Dracula vraiment réussi, il faut qu'il y ait la légende de l'acteur qui s'accompagne. Il faut qu'on y croie un petit peu, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est troublant avec notamment Bela Lugosi, on racontait qu'il dormait dans un cercueil. On a raconté Max Schreck aussi. On a prétendu que c'était un véritable vampire. D'ailleurs, en 99-2000, mais je peux me tromper. Et il y a eu un film sur le tournage. Oui. Voilà. Je crois que c'était un peu après, d'ailleurs. On prétend que il y avait des morts. C'est Willem Dafoe qui reprend Max Schreck. Et donc, on prétend que c'était un véritable vampire et qu'à la fin, lorsqu'il meurt dans la chambre de la jeune femme, et que le jour arrive au chant du coq, qu'il soit véritablement disparu et mort. Alors, voilà, il y a cette légende. Parce que Max Schreck, on dit non, il a fait qu'un seul film. Non, il a fait beaucoup de théâtre et il a fait un des premiers films de Max Ophuls. Oui, ça c'est à retrouver cette affaire. C'est un petit peu comme l'acteur de Fritz Lang qui a joué M le maudit. Peter Lorre. Peter Lorre, il a fait M le maudit, il a fait le film dans Hitchcock, dans Hitchcock. L'homme qui en savait trop. L'homme qui en savait trop, et on pense qu'il n'a fait que ces films, mais en réalité non. Et je tiens à dire que la première version, il faut dire que c'est la première version. La première version, oui, c'est la première version de L'homme qui en savait trop. Et moi, d'ailleurs, à ce propos, Max Schreck, souvent, quand on essaie d'imiter, on n'imprime pas. Par exemple, il y a Klaus Kinski qui a repris le rôle de Nosferatu avec Bruno Ganz. Avec le même costume aussi que Max Schreck, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce qu'ils ne sont pas Max Schreck. Parce que c'est Herzog aux commandes. C'est Herzog. Et Herzog, lui, il ne veut pas la même chose. Il est fidèle en ça, parce que il y a dans les premières scènes du film, quand Bruno Ganz va vers le château de Dracula, qui rencontre des habitants du village, des tziganes, etc. C'est dans le roman. Oui. Et voilà. Et c'est le côté. Alors, c'est le côté proche des habitants des lieux où les tournages se font chez Herzog. C'est ce côté documentaire chez Herzog, et je trouve que c'est très bien. Et même les catacombes, au début, ça donne une atmosphère. Et où on voit les cadavres qui ressemblent à des momies en gros plan. Exactement. En plus. Et c'est tourné en Amérique du Sud, ça. C'est ce plan. Si. Ah oui? Ah oui, il me semble que c'est en Colombie ou au Mexique, sinon, cette affaire. Le film doit se passer en C'est typiquement Herzog, ça. Oui, lui, mais non. Herzog a fait un film magnifique en allemand sur des conquistadors espagnols paumés dans la pampa de voilà, Aguirre. Voilà. Je trouve qu'il y a un bel hommage au cinéma muet chez Herzog. Adjani, elle est magnifique. Oui. Et Kinski, il fait du Kinski. Et il dit, moi, je fais Nosferatu et je plains ce monstre car je suis moi-même un monstre.
Moi, j'y vois cet aspect-là. Alors, est-ce que c'est véritablement un Dracula? Je suis assez mitigé parce que c'est un Dracula, mais en parallèle. En fait, c'est un Nosferatu, plus qu'un Dracula. Oui, voilà, même il fait référence oui. au roman, mais il reprend plus l'œuvre. Et les personnages. Et les personnages, mais il reprend beaucoup plus, justement, le film de Murnau en soi que le livre, je pense. C'est-à-dire que c'est une réadaptation. Les deux. Mais c'est vraiment parce plus dans cette optique-là, je voilà. trouve. Mais Herzog, c'était quelqu'un de très littéraire aussi. Hein. Oui. Et voilà. Et puis il y a ces beaux plans sur le bateau avec Jacques Dufilot, le Déméter bateau. Hein. Faudrait me parler aussi parce que voilà. Mais c'est un sujet là qui est passionnant parce que on voit depuis tout à l'heure qu'on en parle avec fougue et passion. Mais le roman en lui-même, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et dès le départ, parce que il reprend et c'est dans cette vague de romans de cette Angleterre victorienne de la fin du 19e, où on a Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où on a Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, où on a Bram Stoker Dracula. Je cite que ces trois-là. On a Frankenstein aussi. On a Frankenstein, c'est plutôt des années 1820, je crois. C'est beaucoup plus tôt. Mary Wollstonecraft Shelley, ouais, autant 1810, pour moi, je croyais que 1820. Mais c'est à vérifier parce que ma mémoire peut faire défaut. Oui, d'accord. Je dois me tromper. Mais c'est dans la mouvance. C'est dans la mouvance. C'est dans cette mouvance-là. C'est aussi l'époque où, à Londres, et on parle, comme par hasard, du quartier de Whitechapel, qu'il y a Jack l'Éventreur, bien sûr, et la ville de Londres, qui est une ville à la fois fascinante, inquiétante. Il y a le fog de Londres. Le fog de Londres, la brume, le vampire et la brume. Bien sûr. C'est un roman qui est magnifique. C'est un roman en plus, qui est difficilement parfois adaptable, comme tous les romans épistolaires, parce qu'il est fait à partir de notes, de comptes rendus. On suit l'enquête au travers... Notamment, oui, vas-y. En fait, on suit l'enquête au travers des comptes rendus de personnes qui approchent Dracula. C'est jamais tout à fait direct. Voilà. C'est ça qui est impressionnant. On est tout autour, et en fait... C'est pour ça que l'imagination fonctionne beaucoup. Exactement. Parce qu'il comble les manques. Parce que c'est comme ça qu'il crée l'ambiance et la peur sur la base de l'imagination de son lecteur. Et de la focalisation interne. Voilà. Là, c'est le prof de littérature qui parle. C'est ça. Ce jeu sur la focalisation interne est très très bien fait, et notamment avec le docteur Seward qui s'enregistre sur un appareil gramophone. Pour l'époque, qui est très très bien fait. Avec la correspondance entre Lucie, Jonathan Mina également, et puis aussi le fait qu'il y ait tous ces prétendants autour de Lucie, par exemple, et même un Texan, Quincy. Oui, Quincy. Voilà, Quincy avec ses carabines. Voilà. Et ça, c'est un roman qui est fabuleux, parce que c'est un roman qui contient aussi des épisodes qui pourraient être autonomes. Il y a même un épisode qui a été collé après, c'était l'invité de Dracula, qu'on a recollé après dans le roman en guise de prologue. Et par exemple, il y a le voyage d'Harker, son arrivée au château. Il y a l'arrivée de Dracula avec toutes ses caisses de terre natale. À travers le bateau. À travers le Déméter. Où il tue, je sais. Ah ouais, où l'équipage se fait décimer. Tout l'équipage. L'arrivée à Whitby. Et même cet épisode du loup, et puis la fin qui est, voilà. Et je vais le préciser, Dracula, on le dit à chaque fois dans les films, descendant de Vlad Tepes Dracul III, c'est faux. C'est pas marqué dans le roman, qu'il descend d'une longue lignée. C'est dit, alors, mais implicitement, c'est pas marqué explicitement, mais une longue lignée de guerriers, dont l'un des valeureux ancêtres a repoussé jusqu'aux Turcs, et tatati et tatata, mais jamais Vlad Tepes Dracul. Vlad Tepes, c'est Vlad l'Empaleur, pour être précis. Voilà. C'est quelqu'un qui était réputé pour empaler les Turcs, et pas que les Turcs d'ailleurs, enfin à peu près tous ses ennemis. On le voit au début du Dracula de Coppola. Voilà. C'est un véritable personnage, et je sais que si on va en Roumanie, ils montrent le château du vrai Dracula, le château de Vlad Tepes. Je crois qu'ils font un circuit touristique, donc à voir. C'est un magnifique château, mais qui est complètement en plus
Oui. je vais pas dire cliché puisque c'est un véritable château, mais c'est tel qu'on se l'imagine. Voilà, si vous voulez passer à Halloween là-bas, vous allez avoir la sensation qu'il y a un vampire qui rôde. C'était quelqu'un de très violent, c'est quelqu'un qui était réputé d'être un grand guerrier. Il a réussi à repousser les Turcs en Valachie. Oui. Enfin, bref, sur les territoires roumains moldaves de Et l'époque. voilà. Et donc avec de la violence. Et je reviens sur le livre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que la forme même du livre est une des raisons pour laquelle il est à ce point adaptable. Quelque part, comme le livre est ouvert et fait On pioche ce que l'on veut. l'imagination, Voilà. on peut piocher et mettre ce que l'on veut dans les trous, voilà. quelque part. Parce que c'est pour il y ça a qu'à le chaque texte. époque, son Dracula. Bah voilà, il y a le texte et le sous-texte qu'on peut C'est faire. ça. Il y a le texte et disons le sous-texte qu'on peut utiliser avec. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs types de Dracula. Alors, il y a sur évidemment, la sexualité, bien entendu. voilà, mais... bah oui, l'érotisme chez Dracula, etc. Chez Coppola. Ah oui, énorme. Ah, Lui, il a énorme, relancé, énorme. il a Ah oui, là, relancé justement cet érotisme du vampire. Ah ouais. Lui, au Ah ouais. cinéma, c'est là où il y a un avant et un après Coppola de ce point de vue-là. Alors, justement, grâce à qui Coppola a fait le film? Bah, grâce à son talent, effectivement, mais c'est une des actrices qui est venue apporter ce sujet. Winona en lui Ryder. Winona Ryder voulait jouer Mina. Voilà, bravo. C'est comme ça qu'il a fait le film. Mais pour repartir là-dessus, c'est ça, tu parles de l'érotisme de ce Dracula à partir de Coppola, mais en fait, comme Dracula est un personnage qui traverse toute l'histoire du cinéma, à chaque film, on peut voir l'état du cinéma, plus ou moins, ou l'état technologique du cinéma. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que Coppola a fait appel à toute la technologie dont il a pu faire, dont il avait besoin, mais au niveau des trucages, il a fait les trucages à l'ancienne. Oui. Voilà. Alors, au début, quand les Turcs se font massacrer par Vlad l'Empaleur, c'est un truc. Alors, comment décrire ça? C'est du carton-pâte. Ce sont un théâtre d'ombre, littéralement. Voilà. C'est un théâtre. Comme il en existait à Londres au temps du roman. Exactement. Il y a une vraie boucle, en fait, là-dessus. Mais il reprend aussi l'esthétique de la Hammer dans son film. C'est-à-dire qu'on fait référence au cinéma de l'ancien temps, mais aussi à l'esthétisme des autres Et Dracula. d'ailleurs, Dracula en journée, lorsqu'il rencontre pour la première fois Winona Ryder, eh bien, ils se rencontrent au cours d'une projection du cinématographe. C'est bien ça, oui. La boucle est bouclée. Et il y a aussi une boucle avec il fait dans ce film avec l'absinthe, c'est-à-dire qu'il y a le côté hallucinatoire des choses. Il y a quelque chose entre la réalité, la fantasmagorie. C'est là où ce qui est très fort avec Coppola, c'est que les acteurs jouent, c'est-à-dire que il y a une vraie progression au niveau des acteurs, tandis que parfois dans certains mauvais films, à mon sens, là dernièrement on a eu un Nosferatu, un Dracula de Radoudio de là. Non, pas celui-ci, un autre plus récemment. C'est catastrophique ça. Je ne l'ai pas vu encore. C'est catastrophique. Moi j'aime bien Radoujo, mais My goodness. Non, c'était un autre où le personnage est effrayé dès le début, où Dracula est effrayant dès le début, tandis que Coppola plonge dans un univers de carton-pâte qui est extrêmement riche visuellement, mais les personnages le jouent d'une manière naturelle, presque naturaliste, comme si de rien n'était, pour évoluer ensuite. Même si Anthony Hopkins, il va fort quand même. Je pensais à Van Helsing. Oui, pardon, Van Helsing. Là, il fait un Van Helsing qui est complètement différent du Peter Cushing. Oui. Parce qu'on pourrait parler aussi, on pourrait en parler des personnages qui ont incarné Van Helsing. Il y en a deux. Il y a Peter Cushing pour la Hammer, qui est un Van Helsing que je rapprocherais du Sherlock Holmes qu'il a aussi incarné dans Le Chien des Baskerville. De même que Anthony Hopkins, on peut le rapprocher en fait de son autre rôle déterminant de l'époque, du serial killer, qui était Hannibal Lecter. Voilà. Après, il le fait une variation, mais il a ce jeu en fait. C'est magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il paraît plus monstrueux dans son jeu puisqu'il a l'air d'un serial killer que Dracula lui-même qui fait ce qu'il fait parce qu'il est amoureux en réalité. Dans le film de Coppola, c'est parce qu'il y a aussi, mais il est quand même cruel, il est quand même bestial. Tu disais tout à l'heure qu'il apparaît parfois comme un loup-garou en bête et tout. Est-ce que dans la Hammer, il n'y a pas ça aussi quand même beaucoup Jamais. Il n'y a jamais ça de loup-garou dedans? Alors il y a eu le loup-garou avec Oliver Reed, le loup-garou de Londres en 62 de mémoire. Mais Dracula, un Dracula en loup, non, jamais. La Hammer, je classerais ça dans le cinéma bis comme un des
Et d'ailleurs, c'est l'époque où la notion de cinéma bis qu'on trouve dans la revue de cinéma que j'avais citée à l'époque. Et je pense que c'est... Alors, je peux me tromper, mais dans ce numéro spécial cinéma bis de la revue en question, c'était... il y avait Boisset qui en parlait déjà, Yves Boisset, qui en parlait. Et je trouve que c'est plus cet éclairage cinéma bis avec ses couleurs très vives, très chaudes. C'est le sang baroque. Tout de suite. Voilà, c'est extrêmement baroque. C'est extrêmement baroque. Voilà. Mais justement, c'est une manière, il me semble, pas de censurer, parce que je sais que dans tout ce cinéma bis, en fait, c'est tellement expressif que c'est une manière d'accepter les horreurs que l'on peut voir. C'est tellement expressif que ça déréalise les situations. Comme le Coppola, d'ailleurs. Plus que le Coppola, je trouve. Le Coppola, quand il morde, c'est ça, moi, c'est ce qui me terrifiait quand j'étais enfant. Ça, on n'en a pas parlé, c'est le rapport au sang. On parle de sexualité, on parle notamment du sang dans tous les films de Dracula. Le sang des femmes. Le sang des femmes, évidemment, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Et en fait, il y a ce rapport au sang qui est extrêmement vicieux. C'est quelque chose de très, très, comment dirais-je ? Il suce le sang. Il y a un contact physique. Il vous utilise, il suce le sang, le fait de s'approprier ce fluide vital. Il y a quelque chose de naturellement violent dans sa manière de tuer, en fait. Bestial aussi. De naturellement. Parce que voilà, Gary Oldman interprète à la fois un Dracula qui est très 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 romantique, mais c'est aussi vrai, très bestial. Mais aussi très bestial. Et moi j'étais partagé par ça. À la fin, je me dis parce que quand Winona Ryder tue Gary Oldman dans le film en le décapitant, j'étais partagé, j'ai dit, je me mets à la place du personnage, je me dis, il faut le faire, mais c'est un peu crève-cœur. Voilà, c'est un peu crève-cœur. Voilà, mais c'est fait quand même. Ce qui est particulier dans le film de Coppola, c'est qu'on oscille entre des scènes qui sont, quand le loup vient manger Lucie, il y a une explosion de gerbes de sang. C'est presque outrancier, mais avec des scènes qui sont beaucoup plus subtil, comme le moment où il y a la première apparition de Monica Bellucci au cinéma, qui est une des trois vampiresses qui mange un bébé quand même. Qui mange un bébé, mais on ne le voit pas. Ah ouais, mais c'est fait en nombre. C'est fait en nombre. Ah ouais, mais ça. Mais justement, on ne le voit pas, mais quand elles agressent Keanu Reeves, elles le mordent, on a la sensation que ça pourrait être réel. Et elles le mordent à un certain endroit. Oui, bien entendu, on ne le voit pas, ça. Voilà. et ça, c'est un hommage à... Je sais pas s'il a vu Jess Franco. Non, la comtesse vampire, avec la muse de Jess Franco, dont le nom m'échappe malheureusement. Et donc, en 72-73, il y a plusieurs versions de ce film. Évidemment, comme les presque 100 films de Jess Franco, il y a peut-être 2 ou 3 versions. La comtesse vampire. Et elle mord à un certain endroit, les femmes notamment, aussi, il faut le savoir, et les hommes, voilà. Très très beau film, très beau film d'ailleurs de Jess Franco. Non, voilà, on en reparlera à l'occasion, mais la filmographie de Jess Franco est assez... Je voudrais juste finir là-dessus. Vas-y. C'est une des raisons pour laquelle, en fait, Dracula, je pense que c'est un personnage qui est toujours très intéressant aux diverses époques, parce qu'en fait, sa manière d'être, sa manière de faire évoque toujours la sexualité, notamment. Il y a toujours un rapport, même quand on prend celui de Murnau, le rapport à la virginité par rapport à la jeune femme qui doit se faire sucer le sang pour retenir le vampire. Il y a toujours cette question de la sexualité. Et si on parle de Dracula, on en parle forcément malgré la censure, malgré l'éventuel puritanisme ambiant et ainsi de suite. Et donc, on parle de choses qui ne sont pas forcément bien vues dans la société à ce moment-là. Exactement. Et c'est pour ça que et quand je disais qu'on voit une histoire du cinéma, on voit aussi une histoire de l'état de la société. Les films de la Hammer qui sont extrêmement directs, ça reflète l'état de la société qui était beaucoup plus ouvert. Il y a eu la révolution sexuelle et du coup, on peut aller un pas plus loin. Ils ont eu du mal quand même au début. Ils ont eu du mal en Angleterre, mais je pense qu'en Angleterre, c'est un pays de puritains, mais libéraux en quelque sorte. Voilà. Si je puis me permettre l'oxymore, c'est des puritains libéraux. Est-ce qu'on sait le nombre de films qui ont été réalisés à partir du roman? À partir du roman spécifiquement 125 avec le roman. Avec le roman, juste 125. Parce qu'après, il y a d'autres romans, par exemple Interview with the Vampire, qui est dans la suite qui a été donc écrit juste 90 avec Brad Pitt, avec Tom Cruise, qui est excellent en Lestat. Mais là, c'est là où justement... Anne Rice.
Anne Rice, c'est ça. Sauf que là, on parle d'homosexualité. C'est à partir de, je pense, de ce roman, ou en tout cas de ce film, que le vampire devient une figure aussi homosexuelle, il me semble. Je crois que... Après, je me trompe peut-être. Warhol a fait un 74, avec Udo Kier. Et dans le rôle d'un noble qui rencontre Dracula, etc., Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. Il est dans Dracula. Il fait Warhol Morrissey. Et il fait face à Udo Kier. Et voilà, c'est le châtelain du coin. D'accord. Alors, peut-être qu'il avait une dette de casino à honorer, je sais pas. C'est pas bien de dire ça de Sica. C'est pas bien. Oui, mais c'est possible, ça fait partie de la légende. C'est pas grave. Qui êtes-vous pour dire ceci? Mais il y avait ça. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur un petit peu la façon aussi, et tu l'as très très bien dit, la façon dont le personnage de Dracula s'est développé à travers les âges, et notamment à travers les fameuses suites. Oui. Bela Lugosi, par exemple, Bela Lugosi, on l'a réemployé pour faire une sorte de séquelle de Dracula, alors avec Todd Browning, 5 ans après, La Marque du Vampire de Todd Browning. Combien est-ce qu'il en a fait de Dracula, Bela Lugosi? Alors, il en a fait au moins 3. D'accord. Alors, au moins 3, il en a de mémoire. D'accord. De mémoire. Que tu connais, il y en a 3. Sous caution, sous réserve. Ouais. Il a fait La Marque du Vampire, mais en fait, c'était un faux Dracula, parce qu'en fait, c'était un acteur et sa fille qui étaient utilisés pendant une murder party pour confondre un assassin. Ouais. Voilà. Mais il y a quand même des mystères dans le film. Il y a des zones d'ombre. Des sous-entendus que peut-être... c'était peut-être le vrai, quoi. Ensuite, il y a Abbott et Costello, en 48. Et on peut parler des parodies des suites, parce que Abbott et Costello ont tourné des parodies. Et là, il incarne encore, en 48, mais c'est 17-15 ans après, un Bela Lugosi, un Dracula fatigué, etc., qui avait déjà ses ennuis, voilà, de drogue, etc. Il était je crois qu'il était pas héroïnomane, parce que c'était pas ça à l'époque, c'était, je crois, que morphinomane. Et je crois. De mémoire, il y a aussi le plan 9. Plan 9 from Outer Space, où on le voit apparaître au tout début du film, en Dracula, mais sous-entendu. Et il meurt en cours de tournage. Et c'est son chiropracteur d'après le film de Tim Burton. Et on le voit, si j'ai bonne mémoire, dans le film, comme ça. Voilà, c'est ça. On le voit caché. On voit évidemment que ça n'est pas lui. Ed Wood, le débrouillard de la série Z. Voilà, il faudra me parler aussi de celui-là. Oui, ça, il faudra en parler. Mais le film est Plan 9 from Outer Space. Il est sympathique, ce film. Ça fait partie, en fait, non pas des navets, mais comment ça s'appelle, des films drôles. Voilà, des films ratés qu'on aime bien, finalement. Voilà, parce qu'ils ont été faits avec du cœur. Ouais. Voilà, c'est fait avec du cœur, et ils font ce qu'ils peuvent. Et on a la sensation, en voyant ce Plan 9, que s'il l'avait pu, avec d'autres moyens. Alors, oui, puis ensuite, il y a eu d'autres suites à Dracula. Il y a eu La fille de Dracula quelques années après. Ouais. Bela Lugosi par la Universal, qui a exploité le filon jusqu'à plus soif. Et ensuite, il y a le château de Frankenstein et le château de Dracula, ou la maison, dans les années 40, la maison de Frankenstein, la maison de Dracula. Il y a pas eu Frankenstein contre Dracula aussi, et il y a eu aussi un Frankenstein contre Dracula, il y en a eu plusieurs. Je crois. Et il y a eu, donc là, c'est... alors, il y a Lon Chaney Jr. qui interprète un des descendants de Dracula dans la Nouvelle-Orléans. C'est Monsieur Alucard. Voilà, c'est anagramme facile, parce que Alucard, il a servi dans de nombreux films. Et Boris Karloff, et aussi dans le rôle du vampire pour au moins 3 films, John Carradine. Et John Carradine qui, jusqu'en 66, on retrouve des traces de John Carradine en Dracula en 1966, dans un western horrifique, Billy the Kid versus Dracula. Je l'ai vu, il existe. J'aimerais bien le voir quand même. Et voilà, c'est comme les pommes de terre à la dauphinoise, c'est gratiné. Voilà, c'est très gratiné. Mais ça, de la série A, en passant par la série B jusqu'à la série Z, en exploitant le filon,
les Dracula, etc., c'est sûr. En parlant des séries B, en fait, même les films de vampires qui ne sont pas Dracula sont évidemment impactés par Dracula et par ses codes. Moi, je pense par exemple à un film Vampire, vous avez dit Vampire. Dans les années 85. Dans les années 85, qui était fait avec des bouts de ficelle. C'est un film, alors moi, mon père, il aimait bien nous montrer des trucs à mon frère et à moi. On n'avait pas du tout l'âge, mais c'était pas grave parce que lui, ça l'amusait. Et donc, c'est un film qui est dans ses maquillages de série B. Comment il s'appelle cet acteur qui joue le personnage non pas du Dracula, non pas du tueur. Non, l'équivalent de Van Helsing. Ah bah c'est Roddy McDowall. Roddy McDowall, voilà, c'est voilà. ça. Roddy McDowall. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tous ces films qui parlent de vampires, il y a aussi ce film avec l'actrice qui joue Nikita de Luc Besson, où elle joue un vampire. Anne Parillo, et j'ai oublié le titre de ce film. Le film de John Landis. C'est ça. Où elle joue un vampire qui veut manger italien, donc elle va chercher un Italien pour le dévorer. Il y a beaucoup de, voilà. Exactement. Tous ces films de vampires qui se voudraient différents de Dracula, en fait, on retombe systématiquement dans les mêmes tropes que le Dracula, qui est comme une figure Murphy et Black. Et il y a eu une mode dans les années 70 les Blackula. Oui, et c'était à la mode à l'époque parce que c'était des vampires qui représentaient la contestation. Oui, voilà. À l'époque, voilà. Mais là, on est très loin de Bram Stoker. On est très loin du Dracula d'origine. Et c'est vrai que pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, Dracula a disparu des écrans. Les années 80, c'est ça là, je reprends le fil historique là, de 48 à 58, pendant 10 ans. Et c'est une petite firme anglaise qui a été créée dans les années 30, qui va reprendre le filon avec, concomitamment, après avoir fait des polars de série B tournés par Terence Fisher, après avoir fait des films de science-fiction sur les aventures du professeur Quatermass, qui est célèbre en Angleterre, qui, en 58, concomitamment, va faire Frankenstein et Dracula. Ils reprennent ce que la Universal avait laissé, parce que sans doute elle avait trop exploité la chose, et qu'ils se disaient un peu comme le western qui commençait à diminuer. Il y avait eu le western spaghetti qui ont relancé la mode du western. Exactement. Et il y a ces films-ci qui ont relancé la mode du film. Et grâce à cette initiative, on va redécouvrir Frankenstein et Dracula avec des acteurs, un tandem d'acteurs. Moi, j'ai du mal à les dissocier, même si parfois il faut le faire. Il y a Peter Cushing qui incarne le baron Victor von Frankenstein et Christopher Lee qui incarne la créature. Et ensuite, dans le The Horror of Dracula, la même année, en utilisant parfois le même décor, c'est Peter Cushing qui va faire Van Helsing, à la manière de Sherlock Holmes, etc. Mais un Van Helsing beaucoup plus jeune et british que Abraham Van Helsing, qui est un savant des Pays-Bas, en fait, et qui a une façon de parler dans les traductions, etc. Et Christopher Lee, qui a trouvé, pour 7 films au moins, rôle de sa vie. C'est ce que j'allais te demander. J'allais dire même 9 films, parce qu'il a fait des films hors Hammer, 2 autres films. Et donc... Mais ça, c'est comme Anthony Hopkins quand il jouait... Ah oui, il est Hannibal. Voilà, il est Hannibal. Mais quand on le voit dans L'Homme au pistolet d'or, le James Bond, Scaramanga, il joue, c'est Dracula, avec un pistolet d'or. Ah mais maintenant, à chaque fois, il était connoté Dracula. Et puis même, ils lui ont mis un 3e téton, c'était la marque physique, il lui fallait une marque physique. Il faisait presque 2 mètres, ce monsieur, il était imposant. C'était un pilote de chasse de la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était Monsieur aussi Carandini. Quelqu'un qui était, comme tu l'avais rappelé, polyglotte. Il parlait au moins 5 ou 6 langues, je crois. 200 films et séries et téléfilms à son actif. Et dans ses derniers films, Christopher Lee, il a quand même joué concomitamment dans les nouveaux Star Wars de George Lucas et dans Le Seigneur des Anneaux. Et quand on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le grand... même quand on le voit dans le Star Wars... Tim Burton aussi, il a fait beaucoup de Tim Burton aussi. Oui, il a joué dans L'Homme au cavalier sans tête. Voilà, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Au début, on voit le hommage à la Hammer. Il est magnifique. Et à chaque fois, quand on le voit, il a son élégance. Quand il joue le comte Dooku dans Star Wars avec sa barbe, dans son attitude, avec sa cape noire qui lui descend jusqu'aux pieds. Justement, ça fait extrêmement Christopher Lee, c'est la Hammer. Là, donc vous avez quelques exemples ici, voilà. Et là, le premier,
Voilà, et puis là il y a le coffret avec Peter Cushing et puis quelques films. Hein. Il y a plusieurs coffrets hein, comme ça. En fait, moi, ce que je et trouve... puis il y a le Dracula 72 qui est traduit en français un Dracula 73. Il en a fait 7 avec la Hammer. Il a fait le premier Dracula, le cauchemar de Dracula. Il a fait parce qu'on l'a beaucoup ressuscité et à chaque fois il disait non, c'est pas par rapport au roman. Je resterai muet pendant le tournage parce que les dialogues que vous me donnez sont ineptes et tout ça. Il le dit. Il a toujours dit que il a retourné des Dracula. Bon, parce que bon, on insistait, mais bon, il devait y avoir aussi un filon. Mais il le faisait quand même. Il aimait bien, il le faisait bien. Il râlait parce qu'il fallait râler, je pense, mais après bon. Voilà, et puis il a fait aussi le 66, c'était le deuxième, c'était Dracula, Prince des Ténèbres. Il meurt dans l'eau vive, c'est super, c'est super. Dracula et les femmes de Freddy Francis, qui était pas mal non plus. Il meurt... Voilà, les morts de Dracula. Hein. Une messe pour Dracula. Il meurt parce que, en fait, il s'était caché dans une église et il s'en est pas rendu compte. Il s'en rend compte à la fin voilà. Et puis il se met comme ça et il descend et il meurt comme ça sur l'autel. Les fins de Dracula sont magnifiques. Toujours. Ensuite, il y a du sang pour Dracula. Et il y a aussi, de mémoire, j'ai dû en louper un au passage, il y a aussi Dracula 73, Dracula AD 72, le préféré de Tim Burton. Ah, ça, je savais pas. Étonnamment. Et Dracula vit toujours à Londres. Évolution. Alors, les 5 premiers Dracula sont des Dracula qui sont des Dracula qui se déroulent à l'époque du roman. Donc, fin 19e siècle, début 20e siècle. 19e, voilà. Il ressuscite souvent. Parfois, c'est grâce à un valet, grâce à une âme damnée. Il a la peau très dure, Dracula. Il a la peau très dure. Une fois, c'est une chauve-souris qui meurt, qui mord quelqu'un dans une église et puis qui se rapproche du tombeau du corps de Dracula, qui rejette le sang et qui le fait revivre. Parfois, il suffit de la cape. Il suffit de la bague de Dracula ou de la cape et d'un peu de reste de Dracula. Vous suspendez quelqu'un que vous avez tué ou assommé et puis vous le suspendez par les pieds et il y a le valet qui le décapite et le sang, voilà. Ouais. C'est assez violent, hein. C'est des Dracula très violents. Il y a toujours cette logique de contamination aussi voilà. chez Dracula. Toujours. Exactement. C'est le mal, enfin c'est le mal qui est où il y a une logique de contamination. Exactement. Et où on transmet le mal. Alors justement, c'est très important cette notion. Justement. Alors dans le roman, il y a cet effet que sur le bateau, il y a des rats, il y a comme une maladie sur le Déméter qui se propage, la peste, etc. Et ce qui est flagrant, c'est dans le dernier Dracula, qui fait partie, et j'allais en parler, de ce diptyque qui est pas si mal que ça, le Dracula 73 et Dracula vit toujours à Londres, toujours avec Peter Cushing en increvable descendant de Van Helsing, qui... vit dans la swinging London, qui veut se venger en tuant et vampirisant les descendants de Van Helsing, Abraham et sa petite fille, et qui, dans le tout dernier, s'allie avec toute une élite corrompue londonienne britannique pour régner politiquement, économiquement sur un pays en propageant le bacille de la peste. Voilà. Ça, c'est ce que ça me rappelle. C'est terrible. Et tu parlais de contamination. Voilà. Et c'est un Dracula qui est assez intéressant sur ce plan-là. C'est que il a enfin compris, parce que dans le roman, on dit, ouais, pour l'instant, il a un esprit d'enfant. C'est Van Helsing qui dit ça. Ouais. La science positiviste contre l'obscurantisme médiéval. Il y a ce propos-là dans le roman aussi. Et puis il y a le rapport à la foi. Voilà. Et à la foi, le bien contre le mal, hein, on va dire. Ouais. Et donc, il a compris, là, dans ce film, dans les 2 derniers, que maintenant, pour gagner sur le terrain, il faut avoir des alliés politiques et économiques pour dominer. Ouais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les Dracula qui sortent sont quand même assez édulcorés, notamment ceux qui viennent d'Amérique, parce qu'il y a cette question... En fait,
les bons Dracula, je trouve, c'est que soit il y a quelque chose de frontal, soit qu'il y a quelque chose d'ouvertement sous-entendu, mais on peut pas faire les deux. Et aujourd'hui, je trouve que quand Hollywood, notamment, essaie de faire les deux, on montre, mais on ne montre pas tout à fait, que ce soit dans les séries, dans les films, il y a quelque chose d'inabouti. On voudrait... On voudrait le courage de le faire. En fait, il y a l'image du courage de faire un Dracula. Il faut un certain courage pour faire ce genre de film, pour se farder ce genre de sujet. Oui, c'est vrai que Dracula, on l'a rendu sympathique. Voilà. Alors, et en 2014, il y a un Dracula qui revient aux prétendues origines, qui est le Dracula Untold. C'était en 2014, ça ? En 2014. Je me rappelle du Dracula 2000 aussi, avec Gerard Butler dans le rôle de Dracula, voilà. qui s'écrase aussi, lui, en vol. Exactement. C'est le sexy à l'américaine, exactement. qui est Judas, d'ailleurs. C'est Judas. C'est Judas, voilà. Là, on est parti très loin dans la religion. On est parti très, très loin. Dracula est en fait Judas. L'acteur, il a touché au moins 30 deniers pour faire ça. Oui, non, mais oui, c'est ça. Ouais. J'aime bien Gerard Butler dans 300 et tout ça, mais voilà, en fait, les Américains, ils ont une manière enfin, les Américains, Coppola est américain, bien entendu, ils ont pu faire de bonnes choses, mais très très bien. Alors, mais quand c'est dans le système, aujourd'hui, quand c'est dans le système hollywoodien, je trouve que ça ne marche plus, en fait. C'est vrai. Tout à fait. Et il y a eu donc le Dracula Untold qui revient aux prétendues sources en tant que guerrier, à l'instar du Vlad Dracul, etc. Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur. Et en fait, il fait un pacte avec une créature pour pouvoir acquérir des pouvoirs pour sauver sa famille qui est menacée. Oui, parce qu'il est une victime. Voilà, parce que c'est une victime. Ça se rapproche du côté sympatoche qu'on avait du Dracula de Coppola dans la version romantique. Et encore, je trouve que c'est tout de même différent parce que dans la version c'est par vengeance qu'il le fait. Tout de même. Il y a les Turcs sont sournois dans le film. Évidemment, il trompe sa femme. Donc, enfin, il en veut à Dieu. Et c'est là où il y a la boucle, parce que il y a un personnage d'un prêtre. On n'a pas beaucoup parlé de la présence de la religion, mais il y a un prêtre orthodoxe au début du film qui est joué par Anthony Hopkins. Oui, dans le Dracula de Coppola. Dans le Dracula de Coppola. D'ailleurs. Et c'est assez troublant quand même. C'est assez troublant, oui. Mais bon, il y a une similitude qui est volontaire. Mais bien sûr, c'est évidemment fait exprès. Et donc, ce que je disais, c'est que même s'il est victime, il n'est pas tout à fait victime. Il choisit de se venger. Oui, mais chez Dracula, la notion de vengeance est importante parce que Christopher Lee, alors j'employais un mot qui peut c'est dans des séquelles, mais c'est pas tout à fait des suites parfois, mais dans les ressuscés amériennes de Dracula, fait parfois des réapparitions à travers le temps pour se venger de Van Helsing et de sa descendance. Oui. Par exemple, dans le Dracula 73, il y a la scène initiale. C'est un prologue avant le générique où ça se passe en 1872, donc avant le roman. Ils ont parfois commis des petites libertés chronologiquement, où tu as Van Helsing, qui n'est pas Abraham, c'est un autre prénom, qui poursuit Dracula avant que l'aube n'arrive pour le tuer. Ils sont tous les deux sur un carrosse, et puis il y a un accident de carrosse. Dracula qui se retrouve empalé avec une roue, et Van Helsing à moitié mourant qui réussit à le tuer, etc. Mais il y a quelqu'un qui les suit, qui récupère la bague, qui récupère la cape, qui récupère un peu de poudre Dracula, de cendre de Dracula. C'est ainsi que Dracula survit. Et 100 ans après, il y a il y a le descendant, qui fait une messe noire en sacrifiant une actrice américaine de l'époque qui était Caroline Munro, voilà, la plantureuse Caroline Munro, pour faire une messe noire entre jeunes gens de la bonne société, puisqu'il s'appelle Johnny Alucard, le descendant, voilà, pour ressusciter Dracula dans une église désaffectée, etc. Mais il y a toujours cette idée, c'est vrai, comme tu le dis, de vengeance. C'est quelqu'un qui en veut éternellement à Dieu, voilà. Il est même parfois associé à Lucifer. Ah bon ?
Dans un C'est des le Dracula, dans une des séries, il est associé à Une Lucifer. série B ou Une série TV. une série Parce télévisée. que série TV aussi, ça c'est assez Oui, on intéressant. n'en a pas parlé, ça, de True Blood, enfin, pas que ça. Voilà. Ah, il y avait aussi, je voulais parler de ça, excuse-moi, je fais une parenthèse. Oui, vas-y. Je cherchais, il y a un livre aussi qui a marqué, c'était I Am a Legend, je suis une légende, on n'en a pas parlé. Excuse-moi, je fais une parenthèse parce que je voulais en parler. Oui, il y a eu plusieurs versions. Celui-là, on de n'en a pas parlé. Matheson. Voilà, le Ah. livre, parce que initialement, le livre, c'est, l'auteur du livre, c'est Richard Matheson. Richard Matheson, il s'est dit, qu'est-ce que c'est le vrai horreur? Est-ce que c'est un seul vampire qui nous chasse ou est-ce que c'est un seul être humain dans un monde de vampires? Alors, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions. Et ma version préférée, c'est celle avec Charlton Heston et Vampire Albinos. Quand même. Bah oui, c'est Vampire Albinos, hein, on peut dire hein, ça. Mais il est magnifique. Non, mais franchement, parce il y a Charlton Heston, il y a le contexte des années 70, parce que il est dans une ville complètement déserte. Il se rend dans un cinéma, et qu'est-ce qui se projette? Le concert de quel festival de musique? Woodstock. Exactement. Ah, c'est Woodstock. Ah oui, il y a le lien entre les hippies justement. Ah ouais, non, mais le message politique est très clair. Il est on est formidable. en enfer. Il y a une version avant avec Vincent Price. Alors, il faut préciser aussi que ce livre dont je parle, c'est un homme qui se réveille d'un coma, je crois, ou je suis plus sûr. Voilà. Qui se réveille d'un coma, il n'y a plus personne. Et il se rend compte en fait qu'il y a eu une guerre, ça a décimé, voilà. Et il y a plein de vampires partout. Voilà. Et donc, alors je vais pas divulgacher le livre que je conseille de lire, mais il y a eu plusieurs variantes de ce livre, et notamment, il y a le I Am a Legend avec Will Smith, où on a remplacé les vampires par des zombies, où il y a aussi celui de le 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui s'en inspire directement. Mais là où c'est ils perdent ces films parce qu'il n'y a pas de vampires. Mais mieux aussi The Omega Man, hein. Quand même. Omega Man. Ah oui, je pense que c'est le titre original, The Omega Man, le survivant. Le survivant. En français. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est un homme seul avec que des monstres partout. Et c'est un savant qui essaie de trouver un vaccin. Est-ce qu'à l'origine, c'est un savant? Donc un peu comme Van Helsing. C'est pas un savant à la base, hein. C'est lui qui essaie de comprendre. Dans le bouquin, c'est pas un savant. Mais Charlton Heston, oui. D'accord. Voilà, dans le film. Et d'ailleurs, I Am a Legend reprend ça aussi, cette idée. Et là-dessus, on est, comme tu dis, c'est Van Helsing qui est seul face à tout un tas de vampires. Encore une fois, on est dans même si on cherche à faire quelque chose de différent, il y a tout de même les tropes, il y a toujours ce besoin de se rattacher à la légende initiale. Voilà. On peut pas faire n'importe quoi. La notion de maladie, comme on en parlait tout à l'heure. La notion de maladie qui se transmet. Alors, oui. Et puis, il y a une série intéressante dans les années 2020. C'est une série qui s'appelle, qui porte le nom de Dracula. Et en fait, c'est Jonathan Harker qui est, comment dirais-je, recueilli dans un hospice, un hôpital, par une nonne. Et en fait, il raconte ce qui lui est arrivé. Et il faut savoir que la nonne... C'est un vampire. Elle se nomme Van Helsing. Évidemment. Voilà, il y a toujours ce besoin de référence. Ben oui. Alors, dis-moi si... Oui, vas-y. Oui, vas-y, pardon. Non, moi, j'allais partir sur autre chose, vas-y. J'allais partir aussi, alors peut-être qu'on va se croiser sur la BD. Mais au niveau des bandes dessinées, je ne sais pas si j'en ai eu une sur Dracula. C'est le jeune lecteur de 8-10 ans, oui, bien sûr, des collections Lug et Artima de l'époque, en 78-81, collection Lug et Artima, que ceux qui ont plus que 25 ans peuvent connaître. C'est les Strange, Special Strange, etc. C'est le tombeau de Dracula, qui est apparu en 72. Avec, c'est Marvel. Ils ont eu, et il y a eu les créateurs de la Marvel. On n'a pas parlé de Blade. Oui, le Blade. Si tu parles de Marvel, donc ça m'évoque Blade. J'oubliais celui-là. Blade apparaît dans justement le tombeau de Dracula. Alors pour dire, Blade est un super-héros de l'écurie Marvel. Déjà, c'était un Afro-Américain, je crois, déjà dès l'époque. C'est quelqu'un. Alors Wesley Snipes. C'est Wesley Snipes dans les films, c'est par les films que je connais. C'est quelqu'un, sa mère s'est fait mordre par un vampire quand elle était enceinte, en tout cas dans le film. Donc il est né à moitié vampire, donc il veut tuer tous les vampires du monde, en gros. Et il y a, dans le troisième Blade, Dracula, justement. Mais alors là, on est vraiment, c'est du grand n'importe quoi, là, quand même. Blade. C'est Marvel, c'est réinventé à la sauce Marvel. Alors, Blade apparaît dans le tombeau de Dracula, mais comme personnage un peu secondaire, comme ça. Et en fait... donc il y a deux personnes de chez Marvel, dans les années 72, qui ont proposé à Stan Lee
Donc le grand figure Stan Lee de Marvel. Fondateur, voilà, figure mythique et fondatrice tutélaire de la Marvel et tutélaire. Et donc, ils ont dit, on aimerait bien faire Dracula, d'autant plus que, comme en France, à l'époque, il y avait encore la loi de 49. C'est pour ça que les versions que j'ai lues étaient édulcorées. La loi sur les publications sur la jeunesse de 49, les éditions Lug ont beaucoup gommé certains passages violents. Quand j'étais jeune, hein, plus maintenant, mais en 78, 80, c'était encore le cas. Ah oui. Et donc, il y a un dessinateur qui voudrait le faire, et donc il va voir Stanley, et puis il dit, moi je veux le faire. Stanley dit, bah écoute, oui. Et c'était Gene Colan, grand dessinateur de cette période faste, hein, de la Marvel. Et donc, Gene Colan, parce qu'après je vais reparler de l'acteur, s'inspire d'un acteur qui a fait beaucoup de westerns, qui est aussi d'origine de l'Europe de l'Est. Il s'agit de Jack Palance. Mais tu es d'Europe de l'Est, Jack Palance? Qui a fait un Dracula. Dont je vais reparler ensuite. Parce qu'il y a eu les téléfilms Dracula, qui sont pas mal. Je crois que j'ai en tête l'image de Jack Palance avec les petites dents qui sortent. Enfin, c'est vraiment pas... Et donc, bah oui, mais tu veux... Et donc, tu l'afficheras, s'il te plaît. 70 volumes quand même, et où il y a un descendant de Dracula et un de ses amis qui vont dans le château, et malencontreusement, ils ressuscitent Dracula. C'est un Dracula qui est à la fois chasseur de monstres, qui devient un mari, puisqu'il épouse une jeune femme qui s'appelle Domini, et qui au départ est un Dracula assez cruel, la cape rouge, la fine moustache, etc. Puis dessiné par Gene Colan, il y a le côté esthétique en plus, et qui va d'abord affronter des monstres, mais qui ensuite va devenir un chasseur de monstres, parce qu'ils prennent son territoire et lui, il l'admet pas, et qui parfois va rencontrer des figures mythiques de la Marvel, Blade. Et le Docteur Strange, parce que parce que le Docteur Strange il passe d'une dimension à l'autre. Ah non, mais ils ont épuisé le filon jusqu'à voilà. Et il y a eu une adaptation américano-japonaise en dessin animé de cela, mais ça faisait plus Scooby-Doo, hein, et le van Power Color de Benetton de Scooby-Doo qu'autre chose. C'est à voir sous LSD peut-être ce genre de choses. Ça a été remis en vente en plusieurs fascicules qui réunissaient les 72 volumes il y a quelques années. Donc ça m'avait fortement marqué. Et alors il y a eu d'autres BD où il apparaît, et il y a une BD, alors c'est l'héritage de Dracula. Pour l'instant c'est ce titre-là qui me vient. Mais la mémoire, elle est parfois volatile. Alors, c'est 3 volumes où Batman et Dracula se rencontrent. Alors, au début, Batman réussit à tuer Dracula, mais avant que Dracula ne meure, il le mord. Donc, Batman devient vampire. Et il devient incontrôlable. En plus, c'est une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Logique, évidemment. La chauve-souris qui étend son ombre sur Gotham. Et il devient complètement incontrôlable. Pour moi, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens quand même. Tu vois, ça perd en sens. Voilà. Pas tout à fait, parce que en fait, on découvre ce qu'on soupçonnait depuis très longtemps, mais là, c'est carrément mis en valeur et explicite, c'est le côté, j'allais dire, cruel de Batman, ombrageux de Batman, c'est qu'à le dire, qui se cache sous parfois des aspects de justicier, mais qui est quelqu'un de vraiment torturé, et qui n'hésite pas parfois à hésiter, à tuer ou à vouloir se venger, etc. jusqu'à plus soif. Il ne tue pas, mais bon, après... Voilà. En fait, mais Batman, c'est la théorie que lui, comme Batman, justement, a un costume, c'est la théorie du Joker dans Batman, c'est qu'en fait, Batman est un fou comme les autres, est un criminel comme les autres, mais il ne l'admet pas encore. Et là, c'est fait explicitement. Voilà. Tu vois comme quoi c'est intéressant, parce que pour venger Catwoman, parce qu'elle est tuée par le Joker dans cette trilogie, il le tue. Il tue le Joker. Et en fait...
il y a des gens qui réussissent à tuer de Batman avec un pieu, en enfonçant un pieu. Mais la criminalité reprend. Donc, et là, voilà. Et c'est le fameux commissaire Gordon qui ressuscite Dracula. Batman. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette histoire de pieu? Alors, oui. Moi, historiquement parlant, ce que j'avais entendu parler, maintenant tu me corriges, pas par rapport à Dracula, mais dans l'histoire, en Europe de l'Est, en fait, avant même la chrétienté, on enterrait les morts, et en fait, il y avait une peur, quand la chrétienté est arrivée, on les enterrait d'une certaine manière, on n'en les enterrait pas, on les brûlait, et justement, quand la chrétienté est arrivée, on a arrêté de les brûler. Mais du coup, ils avaient peur qu'ils reviennent. Résultat, il fallait s'assurer qu'ils restent bien morts. Exactement. Voilà. C'est quand la chrétienté est arrivée qu'on s'est mis à mettre des pieux dans le cœur des cadavres au cas où ils ressusciteraient, parce que les gens n'étant pas encore tout à fait chrétiens, ils avaient peur qu'ils reviennent. Mais là, on parle du 8e, des 7e, 8e siècle. Ah oui, non, mais à l'époque, du haut Moyen-Âge. Du haut Moyen-Âge, voilà. C'est bien ça. Exactement. Moi, j'ai bien aimé les morsures de l'aube. Ah oui, c'est très très bien. Je tiens à le placer avec Guillaume Canet, pas que lui, mais je tiens juste à dire, Les Morsures de l'Aube, ça fait partie de ces films à la française où le thème du vampire est là, mais ce que j'aime bien, c'est quand il y a ce genre de thème du vampire, mais on ne sait pas si ça existe. Tu vois? Et donc ça met le soupçon. C'est justement avec Asia Argento, je crois, dans un de ses premiers rôles au cinéma, peut-être. Oui, avec Asia Argento, donc. Il y a toute une référence avec Dario Argento. Alors oui, c'est vrai que là, on va devoir malheureusement conclure. Oui, parce qu'on doit conclure, donc on peut pas en parler. Mais il y a tellement à parler. Je vais parler des acteurs que nous n'avons pas cités ou trop peu cités, et je reviendrai aussi un peu sur Christopher Lee. Christopher Lee, il a tourné, selon lui, avec Jess Franco en 70, le Dracula qu'il aurait souhaité être dans la Hammer, c'est-à-dire un Dracula vieilli. D'accord. Et c'est un film, on va dire, décidément, il aime bien Jess Franco, mais enfin bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait que des nanars, hein, bon. Mais c'est un Dracula qui est assez fidèle au texte. Il y a Klaus Kinski dans le rôle de Reinfield, et ça, il aurait pu faire un film, rien que sur ça. Rien que sur ce personnage-là. Reinfield, qui est donc l'aliéné, le notaire qui est devenu fou, qui remplace Jonathan Harker. Et qui mange des insectes dans sa cellule, et qui est l'annonciateur de la venue de Dracula à Londres. Et en Van Helsing, en quelque sorte, et John Seward en même temps, c'est Herbert Lom. Ça, c'est un acteur qui a beaucoup fait aussi dans le cinéma d'aventure, de science-fiction, d'horreur, etc., Herbert Lom. Et c'est le vrai Dracula qu'il aurait voulu faire. Bon, il a dit, c'est pas complètement abouti, mais enfin, j'ai adoré travailler avec Franco. Et il a refait un Dracula plus parodique, parce qu'on en avait un peu parlé en 76 avec Édouard Molinaro dans Dracula Père et Fils, d'après un roman de Patrick Covin, Claude Claudes, où Dracula devient un acteur. D'accord. Et son fils, qui vit en France, c'est Bernard Ménez. En fait, voilà. Bernard Ménez, je fais le lien, qui en 74, 2 ans avant, avait tourné avec Peter Cushing, Tendre Dracula, où Peter Cushing incarne un acteur spécialisé dans les rôles de vampires, notamment de Dracula. Ensuite, 74, c'est riche, hein, les années 70 en film. C'est le téléfilm avec Jack Palance, qui reprend 18 ans avant le thème romantique de Coppola. Ah bon? La descendante, voilà la jeune femme. Eh oui, tu reverras. Il a repris le thème. Et Coppola, alors il y a toujours un doute, parce qu'il en a jamais parlé, mais 18 ans avant, il y a eu le téléfilm avec Jacques Palance. Parce que la musique de Coppola est très importante, elle est magnifique, celle qu'il utilise dans son Dracula. Et c'est un téléfilm de Dan Curtis, qui était un vétéran des téléfilms et tout, c'est assez efficace. On n'a pas parlé de Dark Shadow non plus. Excuse-moi, oui. Dark Shadow de Tim Burton, qui est très important pour Tim Burton. D'après la série. D'après la série, voilà, c'est ça. Il en a fait un film avec Johnny Depp, qui était un bon film, mais c'est pas le grand Tim Burton, moi je trouve. Ah oui. Où justement c'est un vampire qui revient en plein dans les années 70. Exactement. Avec il y a des histoires de sorcières, de loups-garous. Donc et ainsi ça c'est un téléfilm à redécouvrir. Hein. C'est un téléfilm, hein, c'est ça. Le Dracula et les femmes. Dracula,
je sais plus, c'est pas Dracula et les femmes avec Jack Palance, mais c'est à revoir. Je pense qu'on peut le voir sur YouTube. On n'a pas parlé, mais on n'a même pas évoqué, en plus, excuse-moi, juste on n'a pas évoqué aussi que Dracula, ça a été adapté dans des genres dont on ne parle pas, c'est-à-dire l'érotisme ou les caricatures pornographiques ou érotiques, évidemment. Voilà. Il y en a eu énormément. Et dans les jeux vidéo, moi personnellement, quand j'étais Castlevania, voilà. Ah oui. C'était un monument du jeu vidéo, Castlevania. Et moi, j'ai joué à la version N64. On n'a pas fini, hein. Ah non, mais on pourrait en parler. Apportez-nous la poire et les cacahuètes. Dracula, le thème du vampire, c'est partout. On pourrait en parler. Où on incarne dans le Dracula de N64, auquel j'ai joué, un chasseur de vampires, où on croise un vieux monsieur qui est Van Helsing en réalité, mais qui se fait contaminer. Oui. Enfin, il y a plein. Mais c'est, en fait, exactement. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont les Japonais qui adaptent le mythe de Dracula pour le réintégrer dans une Europe de l'Est fantasmée. Oui. Alors, je reprends aussi le truc des films et téléfilms des années 70 aux USA qui reprennent le thème de Dracula. Il y a une adaptation de 76-77 de la BBC, hyper soignée, peut-être l'une des plus fidèles romans où Dracula est incarné par the French actor Louis Jourdan. Il est magnifique, il va aussi loin que Christopher Lee, et malheureusement, téléfilm, on voit pas. Il est tombé dans les limbes de la télévision. Il y a des copies, ça existe, hein, il n'a pas disparu, mais repassez-nous ça aussi un soir ou deux, quoi. C'est un très très beau Dracula avec Louis Jourdan. Si on devait faire, oui, voilà. Et puis il y a aussi, et c'est pas Dracula, mais qui reprend le thème du vampirisme, Toby Hooper, Les Vampires de Salem, avec David Soul. À la base, normalement, c'est les sorcières de Salem, je crois, à la base. Et originellement. Voilà, c'est Les Vampires de Salem, ça c'est d'après Stephen King, Salem, le roman, avec David Soul, James Mason et en chef des vampires. Et puis non mais c'est magnifique. Et le vampire là, le principal, il est pas beau du tout, puis il ressemble à Mashrek. Voilà, ils ont fait alors il y a la version cinéma d'1h40, mais je recommande la version longue télé en 2 parties d'1h30. De toute façon, voilà, de Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, Le Crocodile de la mort, pour ne citer que ces deux-là. Pour les amateurs de chair fraîche. Attention, c'est passé. Et voilà, il est parti faire un don du sang. Et donc, il est tombé en anémie. Donc en fait, il y a tellement de films. De toute façon, il faut s'aventurer partout. Dracula, c'est un thème impérissable. Mais c'est un thème impérissable. C'est dans la légende des monstres. Voilà. Des monstres et je pense qu'il faudrait quand même quelqu'un qui ait les assises d'un Terence Fisher, d'un Dario Argento, ou d'un réalisateur ou d'un producteur tel que ceux de la Hammer ou autre, Karl Laemmle ou autre, pour le remettre au goût du jour, parce que c'est vraiment un personnage qui est très intéressant. Tu n'as pas aimé le Dracula de Luc Besson, j'ai l'impression. Si. Ah, moi je l'ai pas vu malheureusement. Je l'ai pas vu. Si, il est très bien par rapport au Dracula de Radu Jude là, qui, je sais pas ce qui lui est arrivé, ce monsieur, hein, voilà, mais Continental 25, un beau film rossellinien comme ça. J'ai bien aimé Continental 25. Ah ben il est super. J'ai beaucoup aimé moi. C'est comme Europa 51, revu et corrigé, je trouve. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Et ce qu'il a fait presque en même temps. Il aurait peut-être pas dû le faire en même temps et mettre un petit peu de temps. Mais il s'est pas senti bien, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà. Il a fait en même temps. C'est pour ça qu'il sort coup sur coup. Et donc, il faudrait, Besson, c'est quelqu'un, je crois, sur qui on tape beaucoup. Moi, j'aime bien Besson. Parce que Besson, quand même, c'est quelqu'un qui a fait Subway, c'est quelqu'un qui a fait Léon, c'est quelqu'un qui a fait Nikita, etc. Jeanne d'Arc, j'aime beaucoup son Jeanne d'Arc. Ben oui. J'aime beaucoup son Jeanne d'Arc. C'est quelqu'un. Le 5e élément. Le 5e élément, c'est quelqu'un qu'on a quand même, sur lequel on a tendance à frapper, à taper. Alors qu'en réalité, voilà. Tout ça parce qu'il réussit à concilier ce que certains n'arrivent pas ou plus à faire. C'est à la fois du cinéma d'auteur, un cinéma très personnel. Oui, c'est sa patte. Et
du commercial en produisant, scénarisant des taxis. Bref. Voilà, mais allez voir le malheureusement, Dracula de Luc Besson. voilà, allez le voir. Et puis, voilà. Alors, est-ce que je sais plus qui disait ça, mais en France, malheureusement, quelqu'un qui réussit, parfois, il se fait taper dessus. Oui. Mais il reviendra d'entre les morts. Mais Besson, oui, on va comme disait ce poète, alors la ville, c'est Émile Verhaeren. Il s'exhumera comme la ville. Voilà, la ville qui s'exhume. Voilà. Ou comme disait Arnold d'entre les morts. Comme il disait Arnold Schwarzenegger, he will be back. Voilà, il s'exhumera, il reviendra.